Bonjour à toutes et à tous et bienvenue comme chaque vendredi pour le Facebook Live de l'émission À votre avis. On a un peu changé le décor cette semaine, on se trouve dans la newsroom. Dernier mois, eh bien, vous voyez, on prépare les différents journaux télévisés, parlés, mais aussi toutes les pages de notre site internet info. Voilà, donc pour tout vous dire, on est même en travaux pour le moment, on changera dans quelques mois. Comme ça, vous savez tout. Le Facebook Live, donc, comme toutes les de l'émission de ce dimanche, en l'occurrence cette semaine, le thème que vous avez choisi sur Facebook, eh bien, c'est le système électoral belge, un système qu'il faut peut-être revoir. Vous êtes en tout cas nombreux à le penser et à nous le dire. Il y a évidemment divers aspects que l'on va pouvoir aborder avec notre invité ce midi qui est Pascal Delouit, politologue. Bonjour. Bonjour. Pascal, en attendant qu'on nous rejoigne et qu'on nous pose les premières questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. Eh bien, on va vous poser une toute première question. Elle n'est pas simple, hein. Je vous préviens tout de suite, on commence fort. Est-ce que le système belge est parfait ou est-ce qu'il est perfectible? Il est perfectible, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun système électoral qui soit parfait, à la fois dans le scrutin proportionnel majoritaire ou éventuellement un scrutin mixte, et même dans chacune des formules. Mais en réalité, on observe qu'il y a chaque fois des inconvénients et des avantages. C'est très très difficile d'avoir un système électoral qui regrouperait toutes les attentes sociales, tous les avantages. Donc la proportionnelle, par exemple, a l'avantage de donner une photo de l'opinion dans l'Assemblée nationale, donc c'est d'une certaine manière plus juste. Mais elle a l'inconvénient souvent de plus fragmenter le système et donc de rendre nécessaire, par exemple, des coalitions, de larges coalitions. On a beaucoup parlé des Pays-Bas il y a quelques semaines autour de l'élection législative. Il faut se rendre compte qu'après l'élection législative, il faut au moins 4 partis présents dans la majorité parlementaire pour que celle-ci puisse s'établir. En revanche, dans le scrutin majoritaire, en général, on a un gouvernement plus facilement, mais vous avez beaucoup de composants de l'électorat qui ne sont pas présents dans l'Assemblée nationale parce que c'est un scrutin qui est dur avec les moyens et les petits partis. Alors, on salue ceux qui sont déjà en train de nous rejoindre, notamment Barbara, qui est une fidèle du Facebook Live en plus. Donc, Barbara, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous nous les posez. Alors, évidemment, quand on a parlé de ce Facebook Live et du système électoral belge, on a reçu énormément de messages qui anticipaient un petit peu nos discussions. Et il y en a beaucoup, mais qui sont marqués par le fait, et c'est tout récent dans l'actualité, qu'en France, quelqu'un comme Emmanuel Macron vient très clairement de publier des listes où il y a beaucoup de citoyens. On rappelle qu'un politique, c'est un citoyen élu, mais enfin, c'est un citoyen quand même. Mais là, ce sont vraiment des gens issus de la société civile. Beaucoup de gens nous disent, qu'est-ce qu'on attend pour mettre plus de citoyens dans la politique belge? C'est possible ou bien c'est un rêve, ça? Non, dans l'absolu, c'est parfaitement possible. Et d'ailleurs, dans les années 90 et dans les années 2000, il y a eu plusieurs exemples, notamment ce qu'on appelle les Bekende Vlamingen, les Flamands connus, qui étaient des citoyens plus connus quand même que d'autres. Mais la difficulté, c'est que le nombre de places est quand même relativement restreint. À la Chambre des représentants, 150 députés fédéraux. Et que bien sûr, les sortants ne souhaitent pas céder leur place. Et puis dans les partis, il y a aussi des gens qui à un moment aspirent à devenir parlementaires, par exemple, et qui comprennent parfois mal que, ayant travaillé 5 ans, 10 ans dans le parti, tout à coup, ils voient débouler quelqu'un issu de la société civile. Mais si ça doit devenir la nouvelle règle, il faudra bien s'y plier quelque part, non? Je dirais, il pourrait y avoir des règles qui facilitent à tout le moins le changement. Par exemple, un principe de rotation, un principe de mandat unique ou de 2 mandats, par exemple. Ça pourrait amener à plus de diversité, plus de changements dans la Chambre des représentants, ça c'est sûr. Alors il y a déjà évidemment énormément de messages et c'est assez amusant et c'est intéressant pour nous permettre de chapitrer nos débats. Eh bien, il y a beaucoup de questions qui reviennent et qui sont souvent les mêmes. Alors on aura peut-être l'occasion d'en poser plusieurs fois la même pendant un Facebook Live, c'est la règle puisque vous partez, vous revenez, l'audience est un peu volatile, on fait avec. Dominique, c'est le premier message qui nous était parvenu, nous dit « Supprimer la case de tête serait déjà un bon début ». Est-ce qu'on y est ou pas du tout? On n'y est pas, donc les citoyens en Belgique peuvent toujours voter case de tête ou voix de préférence. Après, il faut observer 2 choses, c'est que le nombre de citoyens qui votent case de tête est de plus en plus limité, 20 à 25% des citoyens, et qu'il y a un effet dévolutif qui est pondéré de moitié. C'est un peu technique, mais c'est pour dire que la case de tête joue moins qu'avant. Après, il faut être prudent aussi parce qu'il y a aussi souvent des attentes contradictoires. On attend des hommes et des femmes politiques qui se gèrent bien et qui soient à la rencontre des citoyens. Si vous votez uniquement sur la voie de préférence, quelle va être la démarche naturelle d'un homme ou d'une femme politique? C'est d'essayer de récolter le plus de voix de préférence, si c'est uniquement ça qui compte. Et en la matière, il peut y avoir des paradoxes, c'est-à-dire que pour faire des voix de préférence, la démarche au Parlement qui vise à bien connaître ses dossiers, à bien travailler ses dossiers, à aller en commission parlementaire, à aller en séance plénière, n'est pas la démarche qui rapporte le plus de voix de préférence. Donc il faut faire attention à cet équilibre qui est que les voix de préférence, ça veut dire aussi les facettes de l'homme et de la femme politique qui sont moins les facettes de travail peu visibles mais fondamentales pour un parlementaire, sont plus des facettes de rencontre des citoyens, mais ce faisant aussi un peu un abandon de sa mission classique de contrôle de l'exécutif et de la mise en place des lois.
Donc je trouve qu'à ce stade, en Belgique, on atteint un équilibre satisfaisant entre la voix de préférence et la case de tête qui est pondérée de moitié et qui permet, je dirais, à la fois d'avoir beaucoup d'élus uniquement par leur voix de préférence, mais aussi quelques-uns par la voix case de tête ou par la case suppléant qui permet aussi d'amener des jeunes dans l'enceinte parlementaire, que ce soit à l'échelle communale ou à l'échelle nationale. Alors, on est en direct et donc on le fait sans filet et on écoute vos réflexions. Alors, il y a Bernard qui nous demande d'augmenter un tout petit peu le micro de Pascal. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un tout petit peu le remonter de votre pull. Voilà, ça devrait aller un petit peu mieux. En tout cas, on espère que ça va fonctionner comme ça. Beaucoup de messages déjà évidemment sur cette thématique. Roland qui rebondit sur ce que vous venez de dire. Pas plus de 2 mandats serait une bonne chose. Il y a beaucoup de commentaires qui sont arrivés dans ce sens-là. Yolanda nous dit qu'il faut en finir avec la tête de liste. On y revient. Si je vote, c'est pour une personne bien précise. Et c'est un des grands reproches qui est fait régulièrement aussi dans ces messages, c'est de dire qu'on a l'impression que les personnalités politiques, une fois élues, ne représentent plus leur électeur, mais le parti auquel elles appartiennent. Est-ce que c'est pas ça un peu une dérive du système électoral? C'est-à-dire qu'ils se présentent sur une liste étiquetée. MR, CDH, Écolo, PS, PTB, Défi, que sais-je encore. Ils se présentent sur une liste et les électeurs votent à la fois souvent pour la personne, mais pour la personne sur une liste donnée. On observe parfois que des transfuges perdent énormément de leur voix de préférence parce que bien sûr, des électeurs acceptent de voter pour cette personne si elle représente une sensibilité, mais l'abandonnent si elle ne représente plus cette sensibilité. Et puis il y a une deuxième dimension, c'est que il faut un peu de stabilité dans la dynamique entre majorité et minorité parlementaire. Si chaque parlementaire vote uniquement en âme et conscience, vous imaginez bien que c'est plus possible de travailler, c'est-à-dire il n'y a plus une majorité parlementaire fixe et une minorité parlementaire fixe. Alors certaines questions peuvent, je dirais, dépasser cette opposition entre la majorité et l'opposition. C'est notamment les questions autour de l'éthique, par exemple, ou des questions plus sensibles. Mais je dirais fondamentalement, c'est assez logique qu'il y ait aussi une forme de discipline. Pour autant, bien sûr, que le débat dans le parti se mène bien en amont, c'est-à-dire dans le groupe parlementaire, au conseil du parti, et que chacun puisse s'y exprimer normalement. Alors une question qui nous est posée par Bernard, et ça sera l'occasion de rebondir parce que vous êtes nombreux à vous poser aussi ces questions sur l'engagement des citoyens en politique, donc on y revient puisque c'est ce que vous nous demandez. Bernard nous dit « J'ai participé comme observateur à une commission environnement. C'est au final le politique qui décide en se servant des citoyens comme alibi. » Autre remarque qu'on nous a souvent faite, s'engager en politique, oui, ok, très bien, mais une fois qu'on fait l'élaboration des listes, on se retrouve 6e suppléant et on n'a plus rien à dire. Est-ce qu'il ne faudrait pas que les partis changent un petit peu leur manière de faire à ce niveau-là? Je crois qu'il y a aujourd'hui un champ ouvert dans les partis pour réfléchir à l'ouverture, c'est-à-dire que plus de citoyens, plus d'adhérents aient des possibilités de s'exprimer dans des espaces diversifiés. Et en la matière, je crois que la voie pour avancer, c'est la voie du décumul. Alors le décumul intégral, peut-être pas, mais en tout cas du décumul beaucoup plus substantiel qu'on ne l'a maintenant. Et comme on l'annonçait tout à l'heure, que le nombre de mandats soit limité dans le temps. On peut avoir une réflexion 1, 2, 3, mais qui soit limitée. Bien sûr, ça doit s'accompagner aussi, il ne faut pas l'oublier, d'un plan pour aider à retrouver du travail après, parce qu'il y a des professions où c'est simple et puis il y a des professions où c'est plus compliqué. Mais on doit aller dans cette voie-là parce que des places qui sont gardées pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, fatalement, ça limite l'ouverture du système politique. Ce que vient faire Emmanuel Macron, c'est quoi? C'est le bon exemple à suivre? Je dirais, il vient d'être élu, alors c'est un tout jeune, il a été élu dans une configuration un peu particulière. On va observer ce que ça devient, parce qu'il faut bien voir que la République en marche annonce qu'en juillet, elle va se transformer en parti politique. On va voir la suite, parce qu'on n'est vraiment qu'au début de la démarche. Puis il y a quand même beaucoup de sortants qu'En Marche a aussi validé, des sortants soit des Républicains, soit des socialistes. La non-présentation de candidature face à des candidats socialistes ou à des candidats du MoDem, c'est aussi des choses qu'on va devoir observer. Alors, gros chapitre qui nous est proposé par Cindy et par Christopher. Je vais regrouper vos questions, mais finalement, je pense que c'est la même chose. Cindy qui nous demandait quand on allait parler de l'abstention. Et Christophe a enchaîné en disant oui, il faut que le vote devienne un désir et plus une obligation. Alors, le débat a eu lieu. Il est encore très timide sur l'obligation de vote. Il a été porté par Georges-Louis Boucher au MR. Ouais. Il a été recalé, soyons francs. Georges-Louis Boucher sera présent sur le plateau dimanche. On en est où dans ce droit de vote obligatoire? Est-ce qu'il y a effectivement une volonté de changer les choses en Belgique ou pas du tout? Ouais, il y a des expressions de modification de l'obligation de vote. Elles s'expriment parfois dans l'espace francophone. Georges-Louis Boucher l'a porté en particulier au congrès du MR, mais une majorité des congressistes a voté pour le maintien de l'obligation de vote. Elle s'exprime manifestement plus clairement dans l'espace néerlandophone, dans le chef de la NVA, dans le chef de l'OpenVLD par exemple. Donc, mais il ne faut pas oublier que pour changer l'obligation de vote
il faut changer la Constitution, qui est un processus difficile. Et l'obligation de vote a aussi des avantages. On l'a observé dimanche. Si vous additionnez les abstentionnistes et les non-inscrits, vous êtes déjà à peu près 39% de la population. C'est quand même un problème que 39% des électeurs potentiels ne votent pas. Tandis qu'en Belgique, l'obligation de vote fait quand même que 90 à 92% des citoyens inscrits sur les listes électorales, c'est-à-dire tout qui réside légalement, votent. Et donc ça permet aussi que les partis doivent faire attention, les candidats, les hommes et les femmes politiques doivent faire attention aux attentes de toutes les catégories de la population et pas simplement celles qui votent. Alors, on nous parle beaucoup de référendum, c'est le cas de Gaëtan. Robert rebondit sur ce que vous avez dit, disons, ne comprenant pas très bien ce que ça voulait dire changer, si c'est pour avoir les mêmes, laisser dans leur jus, mais vous venez de parler de l'obligation aussi d'une certaine forme de rénovation des visages présents en politique. Il y avait un petit commentaire assez drôle d'Olivier qui disait il faut un permis pour conduire, mais pas nécessairement pour faire de la politique. Là, je paraphrase un petit peu. C'est normal, c'est normal qu'il ne fallait pas de permis, c'est-à-dire qu'il faut que chacun d'entre nous puissions être candidat. Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas être candidat, que je ne puisse pas être candidat, qu'un agriculteur, qu'une infirmière, qu'un enseignant, qu'un pompier, que sais-je encore, ne puisse pas être candidat. Il n'y a pas un diplôme nécessaire pour être candidat et pour faire de la politique, donc ça c'est normal. Alors Cindy rebondit sur votre réponse, puisque c'est elle qui avait parlé de l'abstention. Elle dit avec l'abstention au moins, il y a moyen de quantifier le mécontentement. Vous êtes d'accord avec ça? L'abstention, c'est pas nécessairement synonyme de mécontentement. Non, je ne suis pas vraiment d'accord parce qu'en fait l'abstention dévoile des raisons très différentes. Il y a des abstentions liées à la condition. Par exemple, on observe que l'abstention est bien plus grande chez les octogénaires et les nonagénaires pour des raisons de santé, pour des raisons de mobilité. Ce n'est pas nécessairement du mécontentement. Il peut y avoir du mécontentement et le mécontentement peut s'exprimer par le vote blanc. C'est d'ailleurs une des leçons du deuxième tour de l'élection présidentielle, d'observer que plus de 4 millions de citoyens ont émis un vote blanc ou un vote nul. C'est donc une démarche citoyenne. Je vais voter, mais je refuse de choisir entre les deux candidats. C'est une manière d'indiquer clairement, plus clairement à mon sens que l'abstention, qu'on n'est pas satisfait, soit par l'offre électorale, soit par les politiques publiques qui sont menées. Et donc, notamment dans le vote électronique en Belgique, vous avez la possibilité de voter blanc. Alors, des questions et des réflexions. Manuel dit qu'il faut maintenir le vote obligatoire. Gaëtan donc rebondit sur cette question du référendum. Mais dans plusieurs commentaires, et je ne peux pas tous les citer, il y a un mot qui revient, c'est le mot coalition. On évoquera peut-être la question du vote à 2 tours tout à l'heure parce que c'est aussi posé. Coalition, ça énerve beaucoup de monde. Les gens ont l'impression que leur vote leur échappe. C'est-à-dire que parfois, ils ont voté pour un parti qui s'associe avec un parti pour lequel ils n'auraient de toute façon pas voté. Est-ce que ça fausse le vote du citoyen, ça ou pas, ces coalitions qui sont faites un peu dans son dos? La difficulté, c'est que, et c'est une des difficultés du scrutin proportionnel par rapport au scrutin majoritaire en général, c'est que effectivement, quand on vote, on ne sait pas nécessairement avec quel parti sa formation peut se coaliser ou va se coaliser. Et donc, on peut éventuellement voter pour un parti en n'aimant pas un autre parti et que les deux, finalement, se coalisent dans une majorité parlementaire. Ça, c'est une difficulté. C'est une difficulté qu'on rencontre moins souvent dans le mode de scrutin majoritaire. Ça arrive, mais c'est moins fréquent, qui donne plus de pouvoir, je dirais, à l'aspect mandat clair pour un gouvernement, quand bien même les partis qui forment le gouvernement sont assez minoritaires. En Grande-Bretagne, il est assez fréquent que le parti qui a obtenu 30, 35, 36% des voix ait une majorité parlementaire. Ce qui veut dire que 60-64% des gens n'ont pas voté pour lui, mais il a quand même un mandat clair et il n'y a pas cet aspect de coalition qui peut effectivement troubler les citoyens. Mais ça ajoute à la frustration. Ça peut intervenir en termes de frustration. Oui. Alors je voudrais revenir sur le commentaire d'Olivier parce que je l'avais lu un peu en diagonale et un peu trop rapidement. Il précise qu'il ne parlait pas de permis pour devenir homme ou femme politique. Il dit pour voter et il précise il y a beaucoup de gens qui vont voter sans même savoir d'où vient la dette de l'État. Et là on en vient à la responsabilité de l'électeur qui serait de moins en moins conscient des partis pour qui il vote et des personnes pour lesquelles il vote. Est-ce qu'il y a un problème d'éducation politique en Belgique aujourd'hui? Je dirais qu'il n'y a pas un problème d'éducation politique, mais il y a un problème d'apprentissage d'éléments clés de la démocratie. C'est-à-dire qu'on n'explique jamais dans le secondaire qu'est-ce que c'est qu'un Parlement, comment l'exécutif procède du Parlement, comment fonctionne, quelles sont les grandes clés de fonctionnement d'une démocratie. Donc je crois que ça, ce serait intéressant et ça peut venir dans le cadre du cours de la citoyenneté ou d'autres cours. Mais en tout cas, c'est clair qu'il y a moins de transmission familiale des codes de la vie politique qu'auparavant. Et donc, dès lors qu'il y a moins de transmission, deux acteurs doivent jouer sans doute un rôle plus important, les médias, et vous le faites,
et l'école, bien évidemment. Alors, quelques messages qui nous parviennent encore. Johan qui nous demande à quand la limitation à deux mandats pour tous. On en a parlé au début de ce Facebook Live. Ouais. Voilà, vous pourrez revoir ce Facebook Live, Johan. N'hésitez pas. Et puis si derrière vous avez des questions, vous pouvez nous les poser. On va en tenir compte évidemment. Je rappelle que comme chaque semaine, à la fin de ce Facebook Live, on va relire tous vos messages. Pourquoi c'est utile? Eh bien parce que ça nous permet de chapitrer les débats de l'émission du dimanche. Vous retrouverez donc dans l'émission ce dimanche, dans à votre avis, eh bien certains de vos commentaires, certaines de vos questions. Et on demandera à nos invités d'y réagir comme toutes les semaines. Alors on y vient. À quand un système à la française? Vous êtes nombreux à avoir posé la question. Un système à deux tours en Belgique, pourquoi est-ce que ça ne se fait pas? Alors il y a 3 éléments de réponse sans doute. Le premier, c'est qu'il faut modifier la règle, et pour modifier la règle, il faut changer la Constitution, parce que c'est marqué dans la Constitution que le scrutin est de type proportionnel. Deuxième élément, c'est que tout le monde ne le veut pas, c'est-à-dire il n'y a pas une majorité d'hommes et de femmes politiques, une majorité parlementaire qui est favorable à ce système. Troisième élément, il faut bien réfléchir qu'un mode de scrutin uninominal à 2 tours comme en France, ça se passe dans un cadre national et avec une culture politique qui a construit cela. Tandis qu'en Belgique, on a toujours fonctionné à la proportionnelle, enfin on fonctionne à la proportionnelle plus correctement depuis plus d'un siècle, depuis 1899. Donc on a construit la culture politique autour de ça. Et on est aujourd'hui un État fédéral sans partis fédéraux. Ce qui veut dire qu'un mode de scrutin uninominal appliqué à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre pour les élections fédérales pourrait conduire à une majorité, je ne sais pas, de gauche en Wallonie, de droite en Flandre, et pour partie de gauche et de droite à Bruxelles. Et paradoxalement, ça pourrait rendre plus compliqué la constitution d'un gouvernement fédéral. Alors on me répond souvent quand je dis ça, mais pourquoi ne pas l'appliquer à l'échelle régionale? Bien sûr, c'est imaginable, moi je ne promeux rien, c'est parfaitement imaginable. Mais il faut bien penser que dans la vie politique belge, le lien entre le régional et le fédéral est important et que s'il y avait une dynamique qui s'installait au niveau régional, nécessairement elle impacterait aussi le fédéral. Donc c'est une hypothèse qu'on peut défendre, mais il faut aussi voir qu'elle suppose, qu'elle peut impliquer un certain nombre d'éléments qu'on n'a pas toujours en tête, notamment une hyper-majorité nationaliste et de droite en Flandre, une hyper-majorité de gauche par exemple en Wallonie, et 2 majorités quasiment mutuellement exclusives. C'est-à-dire, on voit bien déjà que Bart de Wever dit « moi je ne gouvernerai plus avec le PS », donc voilà, le premier parti de Flandre qui dit « je ne gouvernerai plus avec le premier parti de Wallonie ». Si d'aventure l'un et l'autre ont encore plus de sièges avec un scrutin uninominal à 2 tours, comment est-ce qu'on fait pour former un gouvernement fédéral? Donc Ou alors on dit nous acceptons bien sûr le principe de la séparation de la Belgique. Mais il faut penser à ces éléments-là. On va revenir sur quelques questions qui concernent les citoyens. Il y a Sacha d'abord, très joli prénom, félicitations. Responsabilité des lecteurs ou des médias qui ne les éduquent pas suffisamment. Ça amène à une autre question, une autre réflexion qui disait, et elle vient de Daniel, je trouve que dans un gouvernement, il devrait y avoir un genre de comité citoyen qui surveille et fait des comptes rendus. On y revient. Pour ça, il faut l'éducation des citoyens à la chose politique. Ça fait partie de quelques messages et je vous assure que tous les dimanches, on essaye de faire en sorte que la politique soit au centre des débats avec des temps de parole plus importants et donc de l'argumentaire et du raisonnement. C'est difficile parce qu'on s'aperçoit derrière que beaucoup de gens n'y croient plus nécessairement. Alors des citoyens qui ne croient plus aux politiques et qui iraient surveiller le politique, ça risquerait d'être dangereux ça. Non, c'est difficile et par ailleurs, on observe d'ailleurs pour les médias que les citoyens ont des attentes un peu contradictoires. En même temps, ils veulent du développement et en même temps, ils aiment bien la castagne. Et donc, c'est pas facile à organiser. Oui, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Après, je dirais, si on peut ouvrir la vie politique et la démocratie représentative à des démarches qui associent des citoyens, mais qui associent des citoyens d'horizons très différents, pas simplement ceux qui sont intéressés, ça pourrait être effectivement une voie intéressante, que ce soit à l'échelle communale, à l'échelle régionale ou à l'échelle fédérale. Ce n'est pas impossible, ce n'est pas simple, et il y a parfois des effets paradoxaux, mais ce n'est pas impossible. Donc on doit essayer d'aller dans cette voie-là, je dirais, pour raccrocher tout le monde à l'intérêt pour la chose publique. Allez, quelques minutes encore pour nous poser vos questions. On synthétisera tout ça, on chapitrera tout ça. C'est vous qui faites le débat du dimanche. N'hésitez pas donc à nous poser vos questions, à nous faire part de vos réflexions. On lit toujours tout ça avec énormément d'intérêt. Ça nous ramène un petit peu à des questions qu'on n'aurait pas, nous journalistes, nécessairement eu l'envie de poser ou tout simplement auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc c'est bien que vous soyez là. Johan nous pose une question intéressante. Il nous demande si on avance sur la possibilité d'avoir des candidats se présentant sur l'ensemble du territoire fédéral, ces fameuses listes uniques qui seraient communes au nord et au sud du pays. Non, on n'avance pas beaucoup et d'ailleurs ce débat a quasi disparu de l'agenda politique
pour deux raisons fondamentales. La première, la plus nette, c'est qu'il n'y a pas une majorité parlementaire, hein, et notamment au nord du pays, dans le chef du CDNV, dans le chef de la NVA surtout, il y a un refus d'avancer. Et puis il y a une deuxième raison, je sais que je viens souvent avec ça, mais il y a une raison technique, c'est pas si simple à mettre en œuvre, c'est-à-dire que là aussi, on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir des effets pervers à l'introduction d'une circonscription fédérale. Donc il ne faut pas exclure qu'un jour elle advienne, parce qu'il y a quand même des acteurs qui la promeuvent, surtout les Verts, les libéraux et les socialistes francophones. Mais au nord du pays, il n'y a pas une majorité favorable à cette voie-là. Et c'est pas si simple alors de changer. Voilà, Barbara qui propose une liste de citoyens vigilants, des listes bilingues, on vient d'y répondre. Il y avait aussi Vincent qui nous demande, et là c'est peut-être un petit peu plus utopiste, je ne sais pas ce que vous allez en penser Pascal, que pensez-vous de la prise en compte des votes blancs, nuls, abstention matérialisés par des sièges vides dans les assemblées? On répondra que dans ce cas-là c'est dommage de ne pas les remplacer par des citoyens peut-être. Non, je pense que c'est mieux d'éclaircir combien d'électeurs ont voté blanc ou nul, c'est-à-dire de les intégrer dans le calcul des pourcentages, mais pas de les intégrer dans la distribution des sièges, parce que, vous savez, 150 parlementaires, c'est pas tellement, ça veut dire 63 francophones, hein, donc il faut bien avoir ça en tête, parce que le travail parlementaire, c'est un travail qui demande quand même beaucoup d'investissement d'un nombre de gens, hein. Le travail en commission parlementaire demande la lecture de beaucoup de dossiers, donc si vous diminuez le nombre de parlementaires, vous diminuez la possibilité que des gens travaillent bien sur leurs dossiers, travaillent bien à la bonne élaboration des lois, à la fois au fond et dans le droit. Donc je serais pour qu'on rende plus clairement et plus visible le nombre de bulletins blancs, mais pas la distribution des sièges. Il y a Bernard qui nous dit, cela dit, certains sièges sont déjà très souvent vides. Il a absolument raison, mais là on revient, je crois, à la question de cumul qui n'ont pas de sens. Bernard nous demande pourquoi ne pas regrouper les différents niveaux d'élection le même jour. On vote pour le fédéral et le régional. Eh bien, vous allez être exaucé, je pense, Bernard, dès 2019. On vote en 2018 pour les communales et puis le régional et le fédéral, ce sera 6 mois plus tard. Oui, c'était déjà le cas en 2014 et en 1999. On a voté concomitamment pour le fédéral, le régional et les élections européennes. Voilà, Barbara qui nous dit toujours intéressant et instructif. Merci Monsieur Delouit. Donc voilà, vous avez pu répondre à pas mal de questions et en tout cas c'est promis, hein, on va nous revisionner ce Facebook Live, on va revisionner tous vos commentaires, on va les synthétiser en chapitres et on posera les questions que vous avez posées à nos invités sur le plateau. C'est vous qui faites le débat et l'émission et je rappelle que ce thème du système électoral belge, vous l'avez aussi choisi via notre sondage Facebook. On est là pour vous finalement et c'est votre émission politique. Il est midi 23, on va clôturer ici. Merci d'avoir participé. On se retrouve donc dimanche dès 11h30 sur la Une télé. Merci Pascal donc d'avoir été là. Avec plaisir. C'était, comme l'a dit Barbara, clair et instructif. N'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos commentaires si vous le estimez nécessaire. On a aussi une adresse mail pour nous contacter, à votre avis, en un mot, @rtbf.be. On se réjouit de vous retrouver dimanche et la semaine prochaine, vendredi midi, pour un autre Facebook Live. Bye bye.